Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui avec les actualités qui vous ont marqué cette semaine, suivies d'une entrevue avec M. Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc québécois, pour discuter des nouvelles réglementations en vigueur dès cet été sur la rivière Richelieu. On discute également avec M. Mathieu Carrière, courtier immobilier dans la vallée du Richelieu, pour comprendre les tendances et les prévisions du marché immobilier cette année. M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, revient sur l'année record de la ville en matière de protection de l'environnement. Mme Marie-Lou Lajoie, coordonnatrice jeunesse chez Intégration Compétences, vient nous parler de la soirée Grand Ours qui met en valeur la persévérance scolaire. Finalement, on reçoit Mme Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR, pour partager les faits saillants de la dernière séance du Conseil. Le régional commence à l'instant. Bonne émission! Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Le CI3S de la Montérégie-Est vous invite à découvrir la Maison des aînés de Belleuil le 9 février prochain de 13h à 18h. Des visites auront lieu toutes les 15 minutes. Cette maison permettra d'accueillir 96 aînés de la région dans 8 unités de 12 places chacune. La Ville de Saint-Basile-le-Grand offre à ses citoyens souhaitant en apprendre plus sur la saine gestion des finances personnelles l'opportunité d'assister à la conférence « Mieux gérer votre argent » qui se tiendra le mercredi 21 février à 19h à la bibliothèque Roland-Leblanc. Cette conférence sera présentée par les comptables professionnels agréés du Canada, qui est une organisation ayant pour but d'offrir des informations objectives sur les finances d'aujourd'hui. Les places étant limitées, vous devez vous inscrire à cette activité. C'est obligatoire. Ça peut se faire par téléphone ou encore en personne à la bibliothèque. Le 1er février dernier, le maire de Mont-Saint-Hilaire a déposé un mémoire soulevant certaines préoccupations en lien avec le projet de loi numéro 41, notamment en ce qui concerne le respect de l'autonomie municipale dans le chantier de décarbonation des bâtiments au Québec. En intervenant auprès du gouvernement, M. Guertin cherche à obtenir l'assurance que la future réglementation du gouvernement n'empêchera pas les villes ambitieuses comme Mont-Saint-Hilaire d'adopter des règlements municipaux, comme le règlement 1346 portant sur les appareils à combustible gazeux. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est heureuse de présenter la toute première édition du Solidaire, un bulletin d'information consacré à la réalité et aux enjeux des aînés. Dans le but de favoriser une communication ouverte avec les personnes aînées et d'accroître son engagement proactif dans la région, la Régie intermunicipale a lancé ce nouvel outil de communication et de sensibilisation spécialement conçu pour ce public des 17 municipalités couvertes par la Régie. Le tout est piloté par M. Éric Bouliane, agent de la section socio-communautaire. Le Solidaire présente des conseils de prévention et des renseignements utiles aux personnes âgées ainsi qu'aux organismes et intervenants qui les représentent. C'était vos actualités TVR9. C'est le 20 décembre dernier qu'un règlement est entré en vigueur par rapport à la navigation sur le Richelieu. Ça a été accepté par Transport Canada et ça a été initié par M. Xavier Barsalou-Duval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député au Bloc québécois et dans votre région, il y avait des enjeux par rapport au Richelieu. Exactement. En fait, quand j'ai été élu comme député en 2015, c'est un enjeu qui est sorti régulièrement dans mes tournées porte-à-porte auprès des citoyens de la circonscription. Puis après mon élection, j'ai décidé d'aller rencontrer les maires pour voir si c'est quelque chose qui était vraiment un enjeu que eux aussi voyaient du côté des administrations municipales. Puis donc tout est parti de là un peu parce qu'eux disaient, bien, comme c'est un enjeu qui est de juridiction fédérale, la navigation sur la rivière, on vous demanderait de travailler ce dossier-là. Cependant, moi, pour travailler ça, j'ai besoin d'un mandat parce qu'auprès de Transport Canada, eux, dans leur processus, c'est les villes qui doivent initier la démarche puis qui doivent autoriser les étapes subséquentes. Donc, ça a été quand même tout un travail pour nous d'aller chercher toute la documentation, la connaissance nécessaire à monter le dossier et au fur et à mesure de travailler ça en complémentarité puis en liaison constante avec les municipalités aussi. Et ces enjeux-là, quels étaient-ils? C'était la vitesse, la conduite dangereuse? En fait, il n'y avait pas de réglementation en vigueur. Exactement. Donc, certains disaient que c'était le Far West, là, pour prendre l'expression, au sens que
les gens, comme il n'y avait aucune règle, bien, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient et on pouvait bien dire, par exemple, ça prend une plus grande présence policière, mais la présence policière pouvait faire assez peu. Donc, les enjeux, on parlait d'érosion des berges, on parlait de la crainte, par exemple, pour la qualité de l'eau, là où il y a la prise d'eau potable à Saint-Denis, les traversiers qui sonnaient la cloche ou la sirène pour dire au bateau de ralentir quand le traverse passait, les gens qui essaient de prendre un verre de vin sur leur terrasse et puis qui étaient exaspérés par le bruit, les gens aussi qui voulaient utiliser d'autres types d'embarcations, rouler à moins grande vitesse, qui se sentaient un peu brassés puis pas respectés par les autres usagers. Donc, le but, c'était d'amener en fait un encadrement puis du civisme au travers de ça, puis d'envoyer un signal que ça prend un vivre ensemble sur la rivière, puis il faut la partager avec tout le monde. Oui. Mais évidemment, les écosystèmes. Évidemment. Et vos démarches ont débuté il y a déjà 7 ans de cela. Vous avez rencontré les maires de 4 municipalités, Saint-Marc, Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ça, c'était en 2016. Et ensuite, il y a eu des consultations publiques qui ont eu lieu en 2017. Là, on est en 2024 et ça vient tout juste d'être accepté. Pourquoi c'est aussi long, ce processus-là? Ça a été long parce que, premièrement, le processus de Transport Canada prend déjà à la base 2 à 3 ans. Mais ça, c'est tout se passe comme prévu dans le meilleur des mondes et parfaitement. Donc, ça prend des mesures non réglementaires avant d'arriver avec un règlement. Ça prend des résolutions des municipalités qui disent qu'ils veulent un règlement. Ça prend un dossier qui est déposé à Transport Canada. Ça prend aussi des consultations publiques qui sont faites auprès des citoyens. Donc, tout ça, ça demande du temps. Puis ça demande aussi une certaine concertation. Donc, il y a un premier dossier qui avait été déposé en 2019 à Transport Canada, qui avait presque été accepté. Donc, on était entré dans la première, d'un dernier 1000. Mais au moment où, ça allait aller de l'avant, bien, il y a eu une levée de bouclier de gens qui trouvaient que la première version du règlement allait trop loin. Ce qui était proposé, c'était basé sur un cadre théorique idéal, dans le fond, d'un point de vue théorique, de dire à quelle vitesse, puis quel type de pratique, il y a 0 dommage fait sur la rivière, puis, mais entre le monde idéal, que le monde théorique, puis le monde dans la réalité, des fois, il y a une différence, et la levée de bouclier, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté leur désaccord face, surtout dans les marinas, mais certains plaisanciers. Donc, on a un peu, Transport Canada nous a demandé de revalider. Oui. Donc, il y a eu des nouvelles séances de consultation auprès de la population, et nous, on a eu des discussions étroites avec les plaisanciers, les marinas, les gens qui s'opposaient au projet, pour arriver à une forme de compromis où il y aurait le meilleur équilibre possible entre la protection de la rivière, l'écologie et, disons, la quiétude des riverains. Et d'un autre côté, bien, les usages habituels des plaisanciers qui, inévitablement, devront être différents. Mais au moins, on arrivait à satisfaire, disons, plus de gens et on créait une première là, sur la rivière Richelieu. Donc, dorénavant, il n'y aurait plus aucun règlement, mais il y aurait au moins un cadre là. Et donc, les gens vont pouvoir consulter les détails du règlement officiel en ligne ou par leur municipalité. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes dans le dossier? Oui, c'est ça. C'est déjà disponible d'ailleurs dans la Gazette du Canada, mais ça va être vulgarisé. Donc, on va retrouver l'affichage au courant de l'été et des années à venir. Ça va s'étendre davantage, mais il y en aura par des bouées sur la rivière, par des panneaux dans les descentes de bateaux, les marinas, des choses comme ça, et des dépliants d'information aussi, là. Donc, ça va être très largement diffusé et il y aura évidemment des rencontres préparatoires là, avec la Sûreté du Québec. Donc, tout ça, évidemment, nous, on a mené le dossier jusqu'à maintenant, mais à partir du point où on est rendu, c'est plutôt les municipalités qui vont avoir qui vont en fait être ceux qui vont porter le bâton, oui. Et nous, on va être davantage en support. Génial, super. Donc, on regarde ça pour dès cet été, d'été 2024. Merci, M. Barsalou-Duval, d'être passé sur notre plateau. Un grand plaisir. Mathieu, la tendance du marché, à quoi ça ressemble en ce moment? Le marché va super bien. Étonnamment, je pense qu'au niveau des prédictions, on entendait peut-être une baisse majeure du marché, mais sincèrement, ce qu'on sent actuellement, c'est un marché qui est stable. C'est un marché que je vais dire équilibré, donc il y a autant d'acheteurs que de vendeurs actuellement sur le marché. On a vu une baisse depuis les 12 derniers mois, par contre, du nombre de transactions. Si on regarde pour les propriétés, on parle pour une propriété unifamiliale de moins 11 % et les condos, moins 17 %.
Et par contre, on a une augmentation du nombre de propriétés en vente d'environ 50 dans les deux catégories. Ce qui fait que les délais de vente sont quand même un petit peu plus longs. On parle du 45 à 50 jours, tout dépendant dans la région là, actuellement. Puis est-ce que c'est une norme, ça, 45-60 jours, par rapport à votre expérience? Je dirais qu'on se retrouve un petit peu du marché avant COVID. On est pas mal dans du standard. C'est sûr que c'est une moyenne, fait qu'il faut prendre en considération que les propriétés un petit peu plus dispendieuses sont plus longues à vendre, ce qui fait augmenter le délai de vente, mais sinon, on est dans un standard, je dirais. Là. Puis qu'est-ce qui expliquerait qu'on prédisait une baisse, de propriétés mises en vente, d'achat, etc., et que finalement, c'est pas si pire? Je pense que il y a une forte demande de logements présentement au Québec. Je pense qu'on entend parler là, par différents paliers du gouvernement. Puis, cette demande-là ne cesse pas. Malgré la hausse de taux, les gens ont besoin quand même de se loger. Ce qui crée que le marché diminue. Oui, les valeurs ont diminué en passant aussi. Là, on parle, je dirais, d'un 2 de moins dans les 12 derniers mois. Les valeurs de vente des propriétés. Oui, on va avec une valeur médiane. Ouais. Fait que, autant pour le condo que pour l'unifamilial standard. Fait que c'est dur à lire, mais je pense qu'on est dans un marché qui est quand même encore très vigoureux, très intéressant. Et j'ai l'impression qu'avec les baisses de taux qui sont annoncées et ce que je me fie aussi aux économistes que j'entends, que les propriétés vont repartir en hausse au niveau des valeurs. C'est ce que je pense qui va arriver en 2024. Donc, est-ce que vous considérez que ce serait un bon moment pour vendre si on a une propriété, étant donné que... Oui, je pense que c'est un bon moment pour vendre. Les valeurs n'ont pas tant diminué. J'ai l'impression qu'ils vont augmenter, mais ils vont augmenter, je pense, d'une façon un petit peu plus stable. Et pour un acheteur d'acheter actuellement, c'est le bon temps aussi parce qu'on ne prévoit pas, je pense, en tout cas, selon ce que j'entends aussi des économistes, on ne prévoit pas des baisses. Au contraire, on prévoit des augmentations. Donc, si on attend, on risque de payer peut-être plus cher. Quand les taux vont baisser, je pense aussi que ça va restimuler encore plus le marché qui est déjà, selon moi, stimulé encore. Oui. Puis, évidemment, avec votre équipe, vous couvrez la région de la vallée du Richelieu. Oui. Est-ce qu'il y a des disparités d'une ville à une autre? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de micro-marché. C'est sûr qu'il y a des villes un petit peu plus populaires que d'autres, comme Saint-Hilaire étant une ville prisée par rapport à la montagne, le Richelieu, Belleuil aussi, Otterburn Park, mais c'est des villes qui sont très similaires. Et dans la vallée du Richelieu, pas dans la vallée du Richelieu, excusez-moi, mais dans les statistiques que je vous donne, c'est pour les villes de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est ce qu'on appelle le secteur 47 au niveau de l'APCIQ. On peut retrouver ces informations-là sur le site d'ailleurs en allant consulter le baromètre du marché. Et quelles sont vos prévisions pour la suite, là, pour les années à venir? J'aimerais avoir une boule de cristal pour vous faire des prédictions super précises, mais je pense qu'on a encore de très belles années dans l'immobilier. Je pense que c'est un marché qui est prudent, qui a eu une grosse hausse, mais je pense que ça va continuer d'augmenter et ça reste, selon moi, encore une fois, une des sources d'investissement les plus sécures. Donc, vous êtes vraiment optimiste pour la suite. Oui. Merci, M. Carrière, d'avoir partagé les tendances du marché actuel. Avec plaisir, Andréane. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, on reçoit Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour parler de l'année record de la ville en matière de protection de l'environnement. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. Le 19 janvier dernier, la ville de Mont-Saint-Hilaire a annoncé une année record en matière de protection de son territoire. Et je suis avec M. Marc-André Guertin, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et donc, vous avez de quoi être fier en matière de protection du territoire? Oui, cette année, c'est une année bien particulière où on n'a jamais fait autant de transactions en une seule année pour autant de superficie et pour des valeurs qui sont, ma foi, appréciables, des investissements records. Et donc, vous avez fait l'acquisition de terrains dans le but de les protéger à perpétuité, c'est ça? Oui, bien, essentiellement, la Ville procède de deux manières pour protéger les milieux naturels autour du Mont-Saint-Hilaire, par nos règlements municipaux
Mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. C'est plutôt une protection pérenne à perpétuité où là, on s'est porté acquéreur de la totalité des titres de propriété ou d'une partie des titres, tout dépendant de si c'était une acquisition de plein droit ou des servitudes de conservation qu'on utilisait. D'accord. Et donc là, c'est quoi les objectifs? Parce que vous êtes venu nous parler de votre plan climat. C'est au cœur de la vision à long terme de la ville, de protéger l'environnement. Et bon, quels sont vos objectifs avec ça? Bien, essentiellement, c'est de répondre aux attentes de nos concitoyennes et concitoyens qui nous rappellent comment ils aiment la montagne, puis qui veulent protéger, en fait, leur qualité de vie, puis tous les milieux naturels qui y contribuent. Donc, c'est vraiment ça notre intention. Maintenant, pour y arriver, bien, il faut connaître le Mont-Saint-Hilaire, pardon. On sait que la montagne est protégée, mais ce que peu de gens savent, c'est que le Piémont, lui, est de tenure privée, donc les gens peuvent se porter acquéreurs de ces propriétés-là. Puis aussi, tous nos corridors écologiques sont aussi de tenure privée. Donc, ce qu'on vient faire, c'est des ententes de gré à gré avec des propriétaires où on se porte acquéreur des milieux naturels pour les laisser à l'état naturel pour toujours. Et donc, l'ensemble des municipalités s'est engagé à protéger 30 de son territoire. Est-ce que Mont-Saint-Hilaire a atteint cet objectif-là? En fait, le gouvernement du Québec a comme ambition de protéger 30 des milieux naturels. Bien, Mont-Saint-Hilaire a déjà dépassé cet objectif-là. Mais vous savez, des pourcentages, c'est beau, mais quand on applique ça sur le terrain des vaches, là, c'est autre chose. Donc, nous, ce qui est vraiment important, c'est de continuer à protéger le Piémont et de protéger les corridors écologiques pour que notre montagne puisse continuer à respirer, que les animaux puissent circuler, que la biodiversité puisse continuer à évoluer. Puis les gens vont pouvoir en profiter de cet espace-là. C'est ça l'attrait de se porter acquéreur des titres de propriété, c'est que certains de ces milieux naturels-là vont pouvoir, en fait, être aménagés et on va pouvoir les utiliser de manière responsable. Mais oui, il pourra y avoir certains accès dans certains secteurs qui s'y prêtent bien, notamment à l'intérieur du périmètre urbain. Et vous l'avez dit, un nombre record de transactions, mais je suppose que ça coûte cher quand même, l'acquisition de terrains comme ça. Oui, mais c'est le double intérêt de la nouvelle, en fait, c'est qu'on le fait de façon très efficiente, puis en respectant aussi notre capacité de payer. Et on y arrive notamment parce que, bien, on a des partenaires qui nous ont aidés à financer ces acquisitions-là. Je pense notamment à la communauté métropolitaine de Montréal et aussi au gouvernement du Québec qui ont contribué plus de 5 millions à l'acquisition de certaines parcelles de terrain. Puis notre partenaire de tous les instants, Connexion Nature, que certains connaissent son ancienne appellation Centre de la Nature, qui nous a aussi aidés financièrement et techniquement à négocier et à transiger certaines des propriétés. Et cette implication-là du gouvernement, ça reste, c'est du jamais vu, là, ce type d'implication-là. Bien, à Mont-Saint-Hilaire, il n'y a jamais eu autant d'investissement pour la protection des milieux naturels. Alors, c'est remarquable, mais ça s'inscrit dans une longue tradition de protection. Oui. Et malheureusement, les gens ne le reconnaissent pas. Hein. Quand on voit un arbre ou une parcelle à l'état naturel, on pense que c'est tout naturel. Mais il faut se rappeler qu'à Mont-Saint-Hilaire, en fait, tout le territoire appartient à quelqu'un et il y a plein de citoyens qui s'engagent à la conservation. Et bien, nous, on vient prendre le relais quand ces personnes-là veulent se défaire de leur propriété, puis nous la confient. Puis nous, notre engagement, c'est de les protéger pour toujours. Oui. Eh bien, vous aviez de quoi être fier avec ce bel accomplissement et bonne continuité. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Le 21 mars prochain aura lieu la première édition de la soirée Grande Ourse et je suis avec Marie-Lou Lajoie, coordonnatrice jeunesse chez Intégration Compétences pour en parler. Bonjour. Bonjour. Donc, d'où vient cette initiative pour la soirée Grande Ourse? Oui, donc en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite Douville et le Centre d'éducation des adultes des Patriotes, c'est comme ça, avec ces partenaires-là, que la soirée va avoir lieu. Cette idée-là, en fait, est venue après plusieurs années à travailler en persévérance scolaire avec les jeunes du Centre d'éducation des adultes des Patriotes. On s'est demandé cette année qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent pour encourager la réussite éducative des jeunes. Donc, la soirée Grande Ourse est née. Pourquoi ce nom-là, en fait? Ça représente la persévérance, le courage, la détermination dont ces jeunes-là font preuve là, quotidiennement pour surmonter leurs défis scolaires. Oui, donc c'est vraiment inspirant. Puis, ça ressemble à quoi les difficultés scolaires dans la région? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés?
Bien, c'est sûr que c'est un enjeu, la persévérance scolaire. C'est une préoccupation là, que le gouvernement a. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille là-dessus aussi. C'est sûr que oui, l'éducation des adultes existe aussi pour aider les jeunes là, pour qui le parcours régulier, là, ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons. Donc, ils se retrouvent à aller au Centre d'éducation des adultes et patriotes ou ceux qui veulent terminer leurs études secondaires après avoir décroché pendant un moment de l'école. Oui, donc c'est vraiment une soirée, comme vous l'avez dit, pour les motiver, les inspirer. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre lors d'une soirée comme celle-là? Oui, donc ça va être une belle soirée là, avec un souper, 3 services. Donc, il va y avoir de l'animation aussi. Il va y avoir un petit mocktail à l'entrée là, qui va les attendre. Donc, une belle soirée animée avec une belle ambiance là, pour vraiment, à leur image, là, on travaille fort pour que ça les représente aussi. Donc, ça va être des prix là, qui vont être remis, donc des bourses qui vont être remis, 12 000 en bourses là, qui vont être remis à ces élèves-là. Donc, on a ramassé là, jusqu'ici là, un montant là, de commandite. TVR9 d'ailleurs, merci beaucoup pour votre participation à ça. Il nous en manque encore pour atteindre notre objectif de 12 000 donc c'est des commanditaires dans la région là, qui souhaitent investir là, à ce niveau-là. Là, donc, l'appel est lancé. Oui. Si vous voulez commanditer une soirée qui met en valeur la persévérance scolaire chez les élèves, une soirée inspirante, c'est le moment. Là, en ce moment, vous cherchez encore des commandites. Et comme vous l'avez nommé, TVR9 est fier de remettre une bourse lors de cette soirée-là et aussi de vous accompagner dans la captation de l'événement. Et qui sont les élèves éligibles pour ces bourses-là? En fait, c'est 72 élèves là, qui vont être sélectionnés par le personnel scolaire du Centre d'éducation des adultes des patriotes, donc les tuteurs, les psychoéducateurs, les travailleurs, les éducateurs spécialisés là, qui travaillent quotidiennement avec eux, qui vont les sélectionner là, parce qu'ils vont s'être démarqués dans une des 10 catégories. Donc, entre autres, la persévérance scolaire, il y a assiduité exemplaire, il y a aussi au niveau du leadership, de la bienveillance. Donc, c'est comme ça là, que ces élèves-là vont pouvoir là, mériter, là, courir la chance en fait, de gagner là, une bourse soit de 500 ou de 250 dans une des catégories. Donc, c'est les élèves dont la persévérance va être soulignée par le personnel éducatif. Exactement. Donc, un événement à ne pas manquer, on le rappelle, le 21 mars prochain. Oui. Merci, Madame Lajoie, d'être venue sur notre plateau pour en parler. Merci à vous. À bientôt. Pour la toute première fois en 2024, on reçoit la préfète de la MRCVR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste, Mme Marilyn Nadeau, pour revenir sur la dernière séance du Conseil. Bonjour. Bonjour, Mme Bio. Vous allez bien? Je vais bien, vous? Oui, oui. Donc, tout d'abord, il y a une annonce spéciale que vous aimeriez faire. Oui, exactement. C'est un appel de candidature à nos artistes pour qu'ils forment des équipes pour participer à la 2e édition de la chasse aux œuvres. En fait, c'est un rallye créatif sur le territoire. Donc, l'appel de candidature est jusqu'au 11 février. Donc, dépêchez-vous à former vos équipes. Génial. Et bon, lors du conseil du 25 janvier dernier, il y a eu différents appuis financiers là, qui ont été soutenus par la MRCVR. Effectivement, en fait, il y a surtout 2 tables auxquelles on siège, là, qui est la table de concertation des préfets et des élus de la Couronne-Sud, et ainsi la table des préfets la table de concertation régionale de Montérégie. Donc, c'est 2 tables qu'on donne des sous pour soutenir, en fait, la mission de ces 2 tables. Puis il y a aussi une entente sectorielle de développement de secteur bioalimentaire auquel on fait partie de cette entente. Avant, c'était le mandataire, c'était la MRC de Rouville. Et maintenant, depuis peu, c'est Expansion PME qui est chez nous, d'ailleurs, à la MRC qui ont leur siège social. Donc, c'est eux qui vont être mandataires de cette enveloppe-là au niveau de la poursuite du garde-manger du Québec, ainsi que des projets structurants tout au niveau du bioalimentaire dans la Montérégie. Donc, une entente qui va être en vigueur à partir du 1er avril prochain. Ensuite, grande consultation, Vallée du Richelieu et Rouville 2030. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, en fait, c'est notre chambre de commerce qui est aussi dynamique sur le territoire, comme vous savez, qu'il y a maintenant la MRC de Rouville et la MRC Vallée du Richelieu. Donc, c'est une collaboration qui nous demande, en fait, et on est prêt à participer avec eux le 13 février
prochain. Nouvelle nomination du côté du comité de suivi du plan de développement de la zone agricole. Oui, vous savez comment c'est important chez nous, notre zone agricole. Donc, nous avons un comité de suivi du PDZA. Et on vient de nommer M. Jean-François Lessard, qui est producteur agricole de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, vraiment, on va avoir une belle représentation au niveau de ce comité-là de notre territoire. Il y a également des nouvelles de votre côté, une nouvelle nomination pour vous également. Oui, en fait, je vais être administratrice, en fait, pour la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud. En fait, c'est pour notre usine de biométhanisation qui est située à Varennes. Donc, maintenant, je suis administratrice avec un ensemble d'administrateurs, donc c'est nouveau pour moi. Félicitations pour Merci. cette belle nomination. Il y a également des nouveaux membres là, sur le comité de sélection du Fonds de développement culturel 2024. Oui, ça, c'est vraiment un comité là, qui ont un travail très ardu de recevoir des projets de nos artistes et artisans. Donc, on vient de nommer 3 personnes, dont M. Kevin Coughlin, qui est conseiller au développement culturel pour notre ministère de la Culture et des Communications. M. Mathieu Hébert, qui vient de la MRC de Roussillon, car il nous faut quand même quelqu'un de l'externe. Et nous avons notre mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, Julie Lucier, qui y siège aussi. Oui, qu'on a reçu tout récemment sur notre plateau. Maintenant, passons du côté entrepreneurial. Oui. Donc, par rapport aux fonds locaux de solidarité FTQ. Oui, en fait, on est très contents parce qu'on est de nouveaux membres là, avec le FLS et de la FTQ. Donc, on est en train de faire mettre ça en œuvre. Donc, on vient d'accepter l'offre de crédit variable là, pour des investissements. Et pour terminer, parlons des cibles du plan Nature 2030. Oui, encore un gros dossier de fonds qu'on fait à la MRC pour tout ce qui est notre développement durable. Donc, on vient de demander à notre gouvernement de nous donner un soutien financier pour être capable de mettre en œuvre ce plan Nature 2030. Je vous invite à aller voir notre site Internet mrcvr.ca pour voir tous les détails de ce plan Nature-là. Merci, Mme Nadeau, d'être passée sur notre plateau aujourd'hui. Et quel plaisir pour moi aussi. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous êtes intéressé par l'actualité municipale, nous sommes présentement à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice pour l'une de nos émissions. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire dès maintenant. Sur ce, bonne semaine à tous.